RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Notre premier invité est Franck Riester. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Agir, Seine-et-Marne, et membre donc du mouvement Agir, la droite constructive. C'est une formation politique toute nouvelle que vous avez créée pour vous éloigner de la droite incarnée par Laurent Wauquiez. Et votre mouvement a trouvé deux parrains, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, deux anciens premiers ministres. Alors on va en parler, Agir à droite, et pour quoi faire, et quelle est votre offre politique en quelque sorte. Mais bien évidemment, l'actualité, c'est ce remaniement qui tarde, qui se fait désirer. Le Conseil des ministres est demain matin, et toujours rien du côté de l'Élysée. Est-ce à dire qu'il y a des vérifications? Est-ce que ça coince quelque part? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de l'exécutif. Personne ne l'est. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui la nécessité de faire, pour des nouveaux ministres, des vérifications avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique, peut-être des contrôles fiscaux, etc. Et donc c'est vrai que ça prend du temps. Et donc on voit bien que le moment venu, ils nous diront qui est le gouvernement retenu. Vous savez, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel est quelle politique, pour quelle transformation du pays. On a voté tout à l'heure dans l'hémicycle la loi Pacte, présentée par Bruno Le Maire, qui est une loi qui vise à faciliter le fonctionnement des entreprises, pour libérer les énergies des entreprises, pour avoir recours davantage à l'intéressement, à la participation, pour que les salariés des entreprises puissent bénéficier des résultats des entreprises. Ce sont des bonnes réformes que moi j'ai votées avec d'autres députés Agir, la droite constructive, parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a des bonnes réformes qui vont dans le sens de ce qu'on a toujours nous défendu à droite, il n'y a pas de raison d'aller s'opposer. Vous êtes en train de dire que c'est ce qui compte et non pas les péripéties, ce qu'appelle Emmanuel Macron des péripéties, c'est-à-dire la démission de Gérard Collomb et ce nouveau gouvernement qu'on dit qui ne sera pas à minima. Non mais écoutez, un remaniement c'est toujours une étape. Quand il y a un départ d'un ministre de l'Intérieur comme Gérard Collomb, c'était un fait politique. Le président de la République et le Premier ministre sont en train de réfléchir à qui nommer à la place de Gérard Collomb. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure il y aura un remaniement plus large. Mais vraiment, au-delà des hommes, la politique c'est des hommes et des femmes, c'est de l'incarnation bien évidemment. Mais c'est d'abord et avant tout une ligne politique, et cette ligne politique elle est fixée par le président de la République et le Premier ministre. Et apparemment, il n'y a pas de raison que ça change d'après ce qu'on a entendu. Au fond, vous nous dites qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Mais on va quand même y rester un petit peu, si vous voulez bien, malgré tout. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, qu'on n'a pas grand-chose à en dire, mais on va essayer de faire des supputations, parce que le fait est que ce remaniement, il est rendu obligatoire par une situation politique assez inédite. 2 démissions de 2 ministres d'État consécutifs, dans des conditions quand même très singulières, dans les 2 cas, que ce soit Nicolas Hulot qui l'annonce à la radio, ou Gérard Collomb qui dit « je démissionne », on lui dit « non, tu restes », et il dit « si, je m'en vais », et effectivement, il part dès le lendemain matin. C'est totalement inédit. Donc, c'est quand même révélateur d'un trouble au sein de l'exécutif. Et peut-être qu'aujourd'hui, au-delà de la question des hommes, il y a besoin d'un nouveau souffle pour cette majorité, non? Écoutez, concernant Nicolas Hulot, il a été remplacé par François de Rugy. Concernant Gérard Collomb, il n'a pas encore été remplacé. C'est vrai que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Par Édouard Philippe. Enfin, sur le temps long, non, vous avez raison. À court terme, sur le temps long, pas encore. C'est important, puisque c'est une fonction éminente, fonction régalienne. J'avoue que moi, j'ai été un peu surpris de la démission de Gérard Collomb. Quand on est engagé pour son pays, à ce niveau de responsabilité, je n'ai pas bien compris sa sortie sur le fait qu'il allait être candidat dans 18 mois aux élections municipales. Après, évidemment, ça le mettait dans une position de fragilité politique. Il en a tiré les conclusions. Que le président de la République, manifestement, ait voulu le garder parce qu'il considérait que c'était quelqu'un d'important dans le dispositif et avec qui il avait une relation particulière. Bon, voilà, je dirais presque que c'est du ressort, du registre des relations humaines qu'il doit y avoir aussi en politique. Maintenant, il faut en tirer des
conséquence. Il faut un dispositif le plus rapidement possible en état de répondre aux problématiques des Français. Et la question de la sécurité est une grande attente des Français. Alors, Frédéric parlait des ministres d'État. Il y a le mauvais œil sur ces ministres d'État. Il y a d'abord François Bayrou qui a dû partir, ensuite Nicolas Hulot et bien sûr Gérard Collomb. Est-ce que vous y voyez là tout de même quelque chose qui se dérègle dans la façon dont Emmanuel Macron, certains disent que dans le fond il pêche par inexpérience. C'est ce que disait d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans un de ses livres. À la fin, il explique que finalement il a été vraiment président de la République à la fin, au bout des 5 ans. Est-ce que dans le fond c'est pas un stage au début, être président de la République, quand on n'a jamais exercé un quelconque mandat? L'expérience joue toujours. Bien évidemment que quand on acquiert une expérience, on est plus fort, plus en capacité d'agir que quand on en a moins, bien évidemment. Mais pour autant, la question du nombre de remaniements n'est absolument pas un critère. Dans tous les quinquennats qu'on a vus ces dernières années, il y a eu un grand nombre de remaniements, à commencer par sous Nicolas Sarkozy, où il y a eu un très grand nombre de remaniements. C'est normal. Une équipe gouvernementale, c'est des femmes et des hommes avec des étapes dans leur vie, des questions parfois de relations avec la justice, parfois de questions personnelles, parfois de questions politiques. Ce qui compte, encore une fois, au-delà des hommes et du casting, ce qui compte le plus... C'est l'équation de la transformation. Ce qui me paraît le plus important, c'est la politique qui est conduite. Et là où Emmanuel Macron va être... Là où Emmanuel Macron... Un ministre, c'est un simple exécutant, au fond. C'est ça, il fait ce qu'on lui dit. Non, c'est pas ça. C'est qu'il agit au service d'une politique. Les Français attendent, à mon avis, d'Emmanuel Macron qu'il tienne ses engagements de campagne et qu'il transforme en profondeur le pays. C'est d'ailleurs ce qu'il redit. Il veut transformer en profondeur le pays. Il sera jugé là-dessus, sur sa capacité à faire les réformes que le pays n'a pas fait depuis 30 ans, gauche-droite confondue, et sa capacité à avoir des résultats en conséquence. C'est ça. Vous savez, quand on dit, moi j'étais encore une fois sur le terrain ce week-end, les gens ne me parlaient pas du remaniement. Ils me parlaient sécurité, ils me parlaient climat, ils me parlaient emploi, ils ne me parlaient pas du tout du remaniement. Après, encore une fois, c'est aussi une incarnation, la politique. Et donc, il y a besoin d'incarner le leadership politique. Mais pour autant, ce qui fera la différence pour Emmanuel Macron, c'est pas de savoir s'il a eu 5, 6, 10 remaniements, c'est de savoir si, oui ou non, il a tenu ses engagements de campagne et s'il y a des résultats à la clé. Alors, vous avez raison, c'est vrai que l'équation d'Emmanuel Macron, c'était la transformation de la France. Est-ce que cet atout-là, il l'a toujours entre les mains? C'est-à-dire qu'il y a encore une attente des Français qu'il transforme ce pays? Oui, bien sûr. Mais c'est même, je dirais, une attente encore plus importante. Ils veulent qu'il tienne ses engagements. Il a eu il a réussi à être élu parce qu'il a incarné un renouvellement et parce qu'il a proposé de changer un peu le paradigme politique habituel. Mais aussi parce qu'il avait Marine Le Pen en face de lui. Parce qu'il avait Marine Le Pen en face de lui. Il ne faut pas le perdre de vue parce que souvent dans le discours de la majorité, ça, on n'y fait plus référence. D'accord avec vous. C'est pas l'aspect le plus glorieux de l'histoire, mais c'est une réalité. La raison pour laquelle nous, on a créé un groupe Les Constructifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tendait la main à d'autres, à la droite notamment, en nommant un Premier ministre de droite, Édouard Philippe, en nommant un ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, de droite, un ministre du budget de droite. C'est-à-dire qu'il tenait compte de la situation politique nouvelle et du fait qu'il n'a pas été élu simplement sur un vote de premier tour, mais sur un vote plus large au deuxième tour. Et que on a, nous, fait le groupe et ensuite le parti parce qu'on considérait qu'avec cette équation politique nouvelle, on devait être à la hauteur de nos responsabilités. Faire en sorte d'accompagner positivement les choses à partir du moment où les réformes qui sont présentées vont dans le sens de ce qu'on a toujours défendu. Parce qu'il faut que Emmanuel Macron réussisse son quinquennat. Pas pour faire plaisir à Emmanuel Macron, parce que s'il réussit son quinquennat, c'est la France qui va réussir. Ça veut dire qu'il y aura des résultats, que les Français seront dans une situation meilleure. Et quand on est en politique, il faut un tout petit peu sortir des clivages partisans pour essayer de défendre l'intérêt général. Un peu moins penser à son parti et un peu plus penser à son pays. C'est ça. Et donc, moi, je regrette, et c'est pour ça qu'on a créé ce nouveau parti Agir, c'est le comportement des Républicains qui se sont tout de suite mis en opposition, alors même que ce que préconisait Emmanuel Macron en termes de réforme et la façon dont il a bâti son gouvernement au départ allait dans le sens de ce qu'on a toujours souhaité, nous, à droite. Quand il a fait la réforme de la SNCF, quand il a réformé la fiscalité du capital, quand il conduit des réformes importantes en matière de marché du travail, de simplification de la vie des entreprises, de réduction des normes, de baisse de la dépense publique.
pourquoi nous, à droite, nous ne l'accompagnerions pas? Par contre, on garde notre liberté, on a gardé notre liberté pour voter contre quand on estime que c'est nécessaire. On a voté contre l'augmentation de la CSG parce qu'on pense qu'il était important, effectivement, d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés en baissant les charges sociales sur les salaires, mais on aurait préféré que le financement de cette mesure soit fait par une augmentation de la TVA plutôt qu'une augmentation de la CSG. Donc on a gardé notre liberté de pouvoir, à un moment donné, dire on n'est pas d'accord avec ça et être force de proposition. Alors, Franck Riester, vous l'avez dit, vous avez créé ce mouvement Agir. Parti politique, oui. Parti politique, oui, parti, oui, c'est pas un mouvement. Et donc, à l'Assemblée nationale, ça s'appelle les Constructifs. Et donc, est-ce que vous diriez, en vous entendant, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux droites, une pro-européenne, réformatrice, libérale, et une autre qui est populiste et anti-européenne? Oui, bien sûr, c'est évident. On voit bien, c'était une dérive qui avait commencé, mais qui s'est amplifiée avec l'élection de Laurent Wauquiez, ceux qui le soutiennent. Il y a aujourd'hui clairement une droite identitaire, une droite populiste. Regardez la connivence qu'il y a entre Laurent Wauquiez et un certain nombre de députés européens proches de Laurent Wauquiez, oui, on l'a vu lors avec du vote sanction, M. Orban, ouais, qui piétine quand même un grand nombre de valeurs démocratiques, et avec un positionnement de dénonciation des médias, dénonciation des élites, c'est-à-dire c'est les vocabulaires, c'est la rhétorique de l'extrême droite. Et puis, une droite que nous, on veut incarner, qui est une droite peu historique dans la lignée de l'UMP, des pères fondateurs de l'UMP, une droite pro-européenne, une droite libérale, une droite humaniste, une droite réformatrice, et qui peut faire, et c'est ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, avec l'UDI, le centre, nos partenaires de l'UDI, dans ce qu'étaient les groupes des Constructifs à l'origine, et maintenant qui s'appelle le groupe UDI, Agir et Indépendant. Mais oui, il y a deux droites. Bien sûr qu'il y a deux droites. Et je considère qu'on ne peut pas laisser la droite simplement aux populistes. On doit aussi, nous, prendre nos responsabilités et assumer le fait, aux yeux des Français, que nous devons nous organiser pour défendre cette droite-là. Mais est-ce que cette droite qui, sur le plan économique, a bien souvent mener une politique très proche des sociodémocrates. On l'a vu dans les votes au Parlement européen. Est-ce que cette droite-là ne s'est pas déconsidérée aux yeux des citoyens européens? Est-ce que ça n'est pas ce à quoi on assiste en Italie, en Allemagne, en Autriche? Les sondages indiquent que Marine Le Pen pourrait faire un très bon résultat aux européennes. Est-ce que cette droite-là n'est pas en train, finalement, de reculer face à la droite que vous appelez populiste, mais qui est peut-être la droite qui répond aujourd'hui aux aspirations des peuples, notamment sur la question du libéralisme et sans doute aussi sur la question des frontières? Alors d'abord, sur la question du libéralisme, clairement, on voit bien aujourd'hui la dérive des Républicains vers des positions étatistes. En termes économiques, il n'y a pas du tout de libéralisme dans les propositions de Laurent Wauquiez. Il y a plutôt, quand je dis libéraliste... Non, mais bien entendu, je parlais de votre droite, de celle d'Agir, de celle que vous incarnez. Oui, mais je pense qu'on ne réussira jamais à ramener les électeurs vers nous en tenant les propos de la droite extrême, en allant sur le terrain de la droite extrême qui n'apporte pas les bonnes solutions aux problèmes, mais c'est comme vous, et là je vous rejoins, c'est en ayant des résultats. C'est en ayant des résultats en matière de sécurité, mais il n'y a pas besoin d'instrumentaliser je ne sais quel... il n'y a pas besoin d'instrumentaliser l'immigration pour avoir des résultats en matière d'immigration. Il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a pas besoin de mener une politique qui vise à proposer des choses irréalistes comme l'augmentation de 20% du SMIC pour avoir des résultats en matière économique et d'augmentation du pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrivera jamais à récupérer les électeurs de la droite extrême qui ont voté par dépit, par colère vis-à-vis du manque de résultats de la droite, en proposant la même chose que la droite extrême. Parce que les électeurs vont toujours à l'original, jamais à la copie. Et donc l'enjeu pour la droite, justement... Selon la formule de Jean-Marie Le Pen. Oui, exactement. Et donc je pense exactement que l'enjeu pour la droite pro-européenne, libérale, humaniste, c'est de contribuer à faire en sorte que les propositions de réforme que formule Emmanuel Macron et qu'il met en œuvre avec son gouvernement puisse aller jusqu'au bout, qu'on réduise vraiment les dépenses publiques, parce que c'est la seule façon de baisser la fiscalité. Les Français en ont assez de l'augmentation de la fiscalité. Et il ne faut pas leur mentir, la seule façon de baisser la fiscalité, c'est de baisser la dépense publique. Ils en ont assez d'être sous les contraintes des normes en tout genre. La seule façon de le faire, c'est simplifier les normes. C'est ce que a fait Bruno Le Maire avec la loi Pacte. Alors, pardon de vous couper. Pour expliquer les choses différemment, depuis Trump,
on a le sentiment qu'il y a voilà, depuis quelque temps, on entend cette petite musique que dans le fond, il est bon ton de renverser la table, que le consensus mou, que certaines choses qui étaient, on va dire, non, je m'exprime mal, pardon, ce consensus mou ne paye pas aujourd'hui, ne paye plus, et que dans le fond, le trumpisme, on renverse la table et c'est beaucoup mieux. Moi, je ne suis pas du tout pour le consensus mou. Je suis pour des réformes en profondeur. Je suis pour changer radicalement la donne. Je pense qu'il faut aller très loin dans le régalien. On a besoin d'investir massivement dans la justice, par exemple. Ça fait des années que gauche-droite confondue, on n'a pas investi suffisamment dans la justice de ce pays, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de places de prison, il n'y a pas assez de places dans des centres adaptés à la délinquance. On ne va pas envoyer des primo-délinquants dans une prison où on est certain qu'ils resteront dans la délinquance. En revanche, on ne peut pas laisser les délits impunis. Oui. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut ne pas instrumentaliser les peurs. On peut ne pas utiliser des grands mots qui visent à pointer du doigt un tel ou un tel et avoir des politiques courageuses et volontaristes qui ont des résultats. Je ne crois pas à la politique uniquement de la parole extrême. Je crois aux politiques volontaristes. Oui, mais celle-ci, c'est cette parole-ci qui qui engrange des succès électoraux. Oui, c'est ça le sujet. Oui, mais c'est peut-être aussi une différence qu'il y a avec les Républicains aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas obligé forcément d'aller toujours dans une tendance qui, soi-disant, nous permettrait d'avoir des victoires électorales. Il faut écouter les Français et leur apporter les meilleures réponses possibles aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et il me semble que c'est en étant pro-européen et pas souverainiste qu'on aura des meilleures réponses aux problématiques de nos compatriotes. Parce que regardez l'ambiguïté qu'il y a, avec Madame Le Pen qui vient à côté de Monsieur Salvini ou Monsieur Wauquiez qui vante le volontarisme de Monsieur Salvini. Si on va jusqu'au bout du raisonnement de M. Salvini sur l'immigration, par exemple. Il ne voudra pas du tout que les immigrés soient en Italie, il voudra les mettre ailleurs. Et Madame Le Pen dira non, je ne veux pas des immigrés sur mon territoire, donc on les mettra où? On les mettra en Italie. Donc vous voyez bien que le mécanisme des nationalismes pousse à l'opposition, pousse, et je vais vous dire les choses, pousse éventuellement jusqu'à la guerre. Parce que c'est en ayant des réponses communautaires unies, l'Europe, qu'on répondra vraiment aux problématiques de nos compatriotes sur un certain nombre de politiques publiques, la politique migratoire, la politique commerciale, la politique industrielle. Et donc, je suis convaincu que c'est l'union qui fait la force, à condition d'être déterminé à réformer l'Europe. Vous dites que ce qui est important, c'est les résultats. Et finalement, c'est un propos de bon sens. A priori, on ne peut qu'y adhérer. Cependant, ça fait des décennies que tous les dirigeants disent la même chose à cet égard. Vous nous jugerez aux résultats. Et au cours de ces dernières décennies, précisément, quel dirigeant politique aujourd'hui en France peut se prévaloir de vrais résultats sur les deux questions fondamentales qui préoccupent les Français, l'emploi et la sécurité? Écoutez, il y a eu des améliorations de l'emploi au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais on entend bien à la prudence de votre ton que personne ne peut se prévaloir de résultats mirobolants en la matière. Je suis d'accord. Et qu'on est toujours dans l'incantation du résultat qui n'arrive jamais. Oui, et c'est pour ça peut-être qu'il y a eu des votes aux extrêmes massifs ces dernières élections. Vous savez, dans mon territoire de Coulommiers, aux élections locales, enfin départementales et régionales, les dernières, il y avait 40% de vote Front National. Et les gens nous disaient, mais attendez, on n'est pas des extrémistes. On n'est pas devenus des racistes et des antisémites. On veut simplement qu'il y ait des résultats. Que vous vous comportiez, vous les responsables politiques, de la façon dont on pense qu'on doit se comporter quand on est un responsable politique, c'est avec une éthique d'engagement. Et deuxièmement, que vous ayez des résultats, qu'on puisse vivre en sécurité davantage, qu'on n'ait pas peur de rentrer le soir en transport en commun ou dans tel ou tel quartier, qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir un emploi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on arrête de nous prélever d'année en année toujours plus d'impôts. C'est ça qu'ils nous disent. Et je crois vraiment que la seule façon de pouvoir avoir des résultats en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, c'est de mener en profondeur des réformes qu'on connaît, que des pays à nos portes ont conduites et qui ont eu des résultats. Et donc, c'est pour ça que moi, dès le départ, je me suis dit qu'à partir du moment où Emmanuel Macron avait l'ambition de transformer en profondeur le pays, et il l'a démontré sur un certain nombre de réformes depuis le début du quinquennat, il fallait essayer de l'accompagner positivement, tout en gardant une certaine liberté pour permettre de faire des propositions et pour éventuellement critiquer quand ça ne va pas dans le bon sens. On voit bien là aujourd'hui qu'il y a besoin de se rapprocher des territoires, de mieux
expliquer les réformes, de travailler mieux main dans la main avec les corps intermédiaires, avec les territoires, avec ces forces vives, si on leur... Est-ce qu'Emmanuel Macron a négligé ces territoires ? Non, mais je pense en tout cas qu'il y a une incompréhension de la part des territoires sur la politique conduite et qu'il est nécessaire. C'est pas oui, parce que beaucoup disent c'est Macron qui est... Et qu'il est donc nécessaire. Oui, mais il est donc nécessaire de retisser ces liens forts entre un État et les territoires. Et j'ajoute juste que c'est peut-être une des conséquences du non-cumul des mandats avec des grands élus qui ne sont plus à l'Assemblée et au Sénat. Voilà, parfait. Merci pour la brièveté de la dernière réponse. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve dans un instant avec Daniel Obono. Merci Franck Esther. Merci. Vous êtes sur France 24, il est 18h30 à Paris et c'est toujours l'attente du remaniement ici en France. L'annonce de la nouvelle équipe gouvernementale prend plus de temps que prévu. Édouard Philippe était dans la matinée à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron pendant 1h30. Rien n'a filtré, mais l'hypothèse d'une démission suivie d'un vote de confiance au nouveau gouvernement semble écartée. Nouveau départ dans l'entourage de Donald Trump. Son ambassadrice auprès des Nations Unies va quitter son poste. Nikki Haley ne précise pas les raisons de sa décision, annoncée d'un commun accord aux côtés du président américain. Elle a fait un travail fantastique et nous avons fait un travail fantastique ensemble. Nous avons résolu beaucoup de problèmes et nous sommes en train de résoudre beaucoup de problèmes. Je pense qu'il est très important que les représentants du gouvernement sachent quand il est temps de se retirer. J'ai tout donné ces 8 dernières années et je pense qu'il est parfois utile de faire appel à d'autres personnes capables de mettre la même énergie. La police turque, elle va pouvoir inspecter le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Riyad a donné son feu vert. Recep Tayyip Erdogan a pointé du doigt hier la disparition d'un journaliste saoudien connu pour ses critiques envers la monarchie pétrolière. Explication en images d'Etanadji. Qu'est-il arrivé à Jamel Khashoggi ? Ces journalistes et activistes exigent des réponses. Ankara assure qu'une fouille du consulat aura bien lieu avec la coopération de Riyad. Mais cela ne suffit pas à calmer les esprits. Le consulat saoudien ne peut pas se décharger de sa responsabilité dans l'incident en autorisant qu'il y ait des fouilles dans ses locaux. Il doit prouver que Jamal n'y a pas été opprimé et qu'il a pu quitter les lieux en sécurité. En tant que défenseur des droits de l'homme, nous voulons savoir ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi. Voici la dernière apparition du journaliste devant le consulat saoudien d'Istanbul. Nous sommes le 2 octobre. Jamal Khashoggi a rendez-vous pour des démarches administratives. Selon des responsables turcs, il aurait été assassiné au sein de la représentation saoudienne. La police turque affirme que 15 hommes se sont rendus au consulat en même temps que Jamal Khashoggi. Critique de Riyad et notamment du prince héritier Mohammed Ben Salman, Jamal Khashoggi exprimait son opinion sur l'Arabie Saoudite dans les colonnes du Washington Post. L'idée qu'un gouvernement puisse attirer l'un de ses citoyens dans son enceinte diplomatique, dans un pays étranger, afin de le tuer à cause des opinions qu'il exprime, c'est inimaginable. L'enquête autour de sa disparition se poursuit. Selon la presse turque, les autorités seraient à la recherche d'un fourgon diplomatique noir. Des images de vidéosurveillance montreraient le véhicule en train d'être chargé de caisses. Selon des sources proches de l'enquête, le corps de Jamal Khashoggi pourrait être à l'intérieur. Voilà, fin de ce flash. Retour à Mardi Politique. L'invité de cette deuxième partie est la députée La France Insoumise de Paris, Daniel Obono. « 2003, l'armée américaine envahit l'Irak. S'ensuivent 15 années de violence. La chute de Saddam Hussein plonge le pays dans le chaos. L'anarchie profite au terrorisme, le groupe État islamique y établit son califat. Fin 2017, le gouvernement proclame enfin sa victoire. Mais la corruption omniprésente, la défiance envers les politiques, le droit des femmes balayé, font de Bagdad une destination peu prisée. Pourtant, les attentats sont de plus en plus rares, les terrasses de café, marchés aux livres, galeries d'art rouvrent leurs portes. Un léger vent d'espoir souffle sur la capitale. Retrouvez-moi cette semaine pour cet épisode de Billets Retour sur France 24 et France24.com. Ça, c'était une chance.
Oui, ça c'était une chambre. À Saint-Louis du Sénégal, 3 de nos observateurs nous emmènent découvrir leur ville et ceux qui les mobilisent. Alors que la montée des eaux détruit les maisons du littoral, ils alertent sur la situation précaire des premiers déplacés climatiques. Ils suivent également les difficultés des pêcheurs face au manque de poissons dans les eaux sénégalaises. Nos observateurs savent aussi mobiliser pour aider un maître nageur bénévole. Les observateurs ligne directe, présentés par Corentin Beignet, à voir sur France 24 et france24.com.